Le libre accès se veut, dans le fond, une réponse au système de publication traditionnel. C'est une alternative qui est avantageuse tant pour vous comme chercheur que pour votre institution et pour la communauté savante en général. Les organismes subventionnaires le demandent de plus en plus. Donc, dans les 12 mois suivant la publication des articles financés par des fonds publics, tant les organismes subventionnaires fédéraux que les fonds de recherche du Québec demandent maintenant que l'article, le document, le contenu soit disponible gratuitement dans les 12 mois suivant la publication. Si on reprend par exemple les motivations derrière l'acte de publier qu'on a vu dans le module précédent, bien, on publie pour faire avancer la connaissance, pour présenter notre méthode, pour s'attribuer le mérite de notre découverte et pour être récompensé, le cas échéant, par des bourses, un poste, une subvention, des citations. Donc, l'ensemble de ces objectifs sont en plus facilités par le libre accès puisque votre article va être diffusé gratuitement au plus grand nombre. On va rapidement mettre en contexte le phénomène du libre accès pour peut-être mieux expliquer là, les raisons derrière ce choix, vos motivations peut-être à prendre ce virage et répondre aux exigences de la plupart des organismes subventionnaires aujourd'hui. Donc, dans le système de publication traditionnel, dans lequel on publie dans une revue qui se finance par des abonnements, les recherches sont financées généralement par l'État. Si on prend l'exemple du Québec, c'est beaucoup le cas, par les fonds de recherche du Québec, par les organismes subventionnaires fédéraux. La bibliothèque, donc votre institution, paye l'accès à ces documents via des fonds publics, là encore. On vous charge parfois des frais de publication pour publier dans certaines revues. Et dans tous les cas, la révision par les pairs se fait de façon bénévole. Donc aucun chercheur n'est payé pour faire cette révision. Pendant ce temps-là, bien évidemment, le système profite aux éditeurs traditionnels qui, au cours des 25 dernières années, selon La Rivière en 2015, ont pu augmenter de manière générale leur tarif d'abonnement de près de 400% et leur marge de profit, toujours en 2015, avoisine les 40%. Ici, on parle des 5 plus grands éditeurs traditionnels, donc Elsevier, Springer Nature, John Wiley Sons, Taylor & Francis et Sage. Le travail derrière l'édition, donc le travail de mise en page, le travail de marketing, de diffusion de la revue, de recherche de réviseurs pour les articles, tout ça, oui, a un coût, mais visiblement, le coût des abonnements couvre amplement ces frais de mise en page et d'édition. C'est pour ça que de plus en plus, des alternatives qui s'inspirent de la philosophie du libre accès se sont développées. Donc oui, on a encore le système traditionnel qui reste majoritaire, qui reste dominant et qui publie les revues les plus prestigieuses. Donc nécessairement, ce sont des acteurs encore majeurs dans la communauté. À cette voie traditionnelle, certains ont répondu en développant ce qui finalement est appelé la voie or. Donc la voie or, qu'est-ce que c'est? C'est une voie par laquelle les auteurs paient la publication de leurs articles. Ce modèle-là, par contre, ne fait évidemment pas l'unanimité et demande à l'auteur de débourser un certain montant d'argent. C'est pour ça que les institutions publiques, généralement les bibliothèques, ont poussé pour ce qu'on appelle maintenant la voie verte. La voie verte, c'est quoi? C'est une voie qui est gratuite. Donc l'idée, c'est que le chercheur va publier son article dans la revue qu'il souhaite, que ce soit une revue traditionnelle ou une revue en libre accès. S'il publie dans une revue traditionnelle, bien, il a toujours la possibilité de déposer son article, une version de son article en fait, on pourra y revenir, dans le dépôt institutionnel de son université. Donc c'est ça la voie verte. Le dépôt institutionnel de l'université normalement garantit une certaine pérennité du document, donc ça ne disparaîtra pas la semaine prochaine, les serveurs sont solides, et ce sont des dépôts qui sont moissonnés par de grands moteurs de recherche comme Google Scholar, ce qui facilite le repérage du document. Donc, il va être publié dans une revue prestigieuse si l'auteur réussit à publier dans cette revue, mais il sera aussi accessible au plus grand nombre. À l'UQTR, la voie verte s'est traduite par le dépôt institutionnel commission. Donc, je vous invite à y déposer vos articles et vos publications savantes si ce n'est déjà fait. Dans tous les cas, dès la publication d'un article, en fait, dès la soumission du manuscrit dans une revue traditionnelle,
Je vous conseille fortement d'inclure l'addenda Spark à la signature du contrat une fois que l'article est accepté. Cet addenda vise, dans le fond, à ce que vous puissiez demander de conserver certains droits d'auteur, dont le droit de reproduire à des fins non commerciales votre article. Les éditeurs ne sont absolument pas tenus ou obligés d'accepter cet ajout à leur contrat. Par contre, de plus en plus d'éditeurs le font en toute bonne foi parce qu'ils comprennent que le mouvement de libre accès, surtout la voie verte, prend de plus en plus de place et vont le permettre parfois suite à un embargo de certain nombre de mois pour garder l'exclusivité de votre publication, par exemple. Donc tout ça se fait et se négocie et vous avez le droit d'essayer de le négocier à tout le moins. Attention par contre, la version que vous pouvez diffuser, qu'on accepte votre addenda Spark ou pas, la version que vous pouvez diffuser n'est pas toujours celle publiée par l'éditeur. Donc celle publiée par l'éditeur, c'est celle qui est mise en page, corrigée, révisée par les pairs, avec le logo de la revue généralement dans le PDF. Donc ça, c'est vraiment la version finale de votre document. Parfois, ce que vous pouvez diffuser, c'est uniquement ce qu'on appelle la version en pré-publication, ou le preprint en anglais. D'ailleurs, si vous cherchez des articles dans Google Scholar, vous allez tomber parfois sur des versions gratuites qui vont ressembler à une espèce de document Word non mis en page, converti en PDF. Ça se peut que ce soit un preprint. Ce sera généralement indiqué. Le preprint est la version que vous soumettez au départ. Donc, elle n'a pas été révisée par les pairs. Des modifications substantielles peuvent avoir eu lieu par après. Donc, pour vous comme chercheur, autant que comme auteur, c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser la version preprint. Comme chercheur, parce que vous allez consulter un document qui n'est peut-être pas le document final, donc il peut y avoir des différences importantes dans l'interprétation des données. Et comme auteur, bien, si vous diffusez votre version preprint, votre version en pré-publication, et que celle-ci diffère de façon importante de la version finale, bien, certains vont se baser sur vos écrits initiaux qui ne sont finalement pas valides, qui sont plus ceux que vous endossez. Donc, il faut faire attention avec les versions en pré-publication. C'est pour ça que ce qu'on va diffuser le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le manuscrit final. Donc, le post-print, certains vont l'appeler le brouillon final, le manuscrit accepté, etc. C'est une version qui n'a pas encore été mise en page, mais qui a été révisée par les pairs. Donc, au moins, le contenu est final. Tant comme chercheur que comme auteur, on peut donc s'en servir. Finalement, certaines revues vont carrément vous laisser déposer dans votre dépôt institutionnel ou dans votre page de chercheur, votre profil ResearchGate par exemple, un manuscrit final ou ce qu'on appelle la version publiée. Il s'agit là vraiment du même PDF que ce que la revue diffuse. Donc c'est mis en page, le contenu est le bon, il a été révisé. Par contre, c'est plutôt rare là, qu'on puisse diffuser la version finale, surtout lorsqu'on fait affaire avec des revues prestigieuses, traditionnelles. Donc, un conseil, lorsque vous publiez, gardez sous la main votre manuscrit final. Si vous ne connaissez pas encore vos droits, si vous n'êtes pas certain, le garder, ça ne fait pas de mal. Une fois que votre article sera publié, si jamais vous avez le droit de diffuser cette copie, vous pourrez le faire facilement. Si vous l'avez perdu, ça va être un peu plus compliqué après, parce que légalement, si la licence de la revue ne vous le permet pas, vous ne pourrez pas diffuser la version PDF mise en forme, la version finale. Donc, à garder en tête. Une des méthodes pour être en mesure de bien identifier quelle version d'un article on peut publier et quand, c'est de consulter le site web Sherpa Romeo, qui est une plateforme alimentée de façon bénévole et qui tente de recenser toutes les clauses relatives à la diffusion et la publication des articles dans les différentes revues. À moins que vous ayez négocié quelque chose à part via un addenda Spark, par exemple, c'est une façon assez efficace de savoir qu'est-ce que vous pouvez partager et quand. Sinon, vous pouvez toujours, bien sûr, consulter directement les informations sur le site web de la revue, mais dans certains cas, elles sont un peu difficiles à trouver. Vous verrez, dans les exercices de ce module, on vous demande d'ailleurs de repérer certaines règles dans Sherpa Romeo, donc je vous invite à les faire. Ça va vous aider à vous familiariser avec cet outil. Maintenant, revenons sur la WAR. La WAR, comme on le disait tantôt, permet la publication d'articles en libre accès dans une revue sans avoir à déposer son article dans un dépôt institutionnel, par exemple. Le principal avantage,
c'est vraiment que la version finale, mise en forme, que la revue publie est diffusée au plus grand nombre. Par contre, ce sont des revues qui parfois sont financées par des fonds publics, mais qui vont généralement charger des frais de traitement. Donc ces frais-là doivent être réfléchis et budgétés dès le départ là, dans votre processus de recherche, parce que dans certains cas, on peut parler là, de plusieurs milliers de dollars. Il y a aussi tout un tas de modèles hybrides sur lesquels je ne m'attarderai pas beaucoup aujourd'hui, mais qui vaut quand même la peine d'être mentionnés. Certains de ces modèles, par exemple, vont permettre aux chercheurs de payer pour que leur article, dans une revue traditionnelle par abonnement, puisse être disponible en libre accès. Donc, par exemple, nous, comme bibliothèque, on va s'abonner à la revue pour que l'ensemble de la communauté y ait accès. Mais l'article que vous publiez, vous pouvez payer un frais supplémentaire pour que non seulement la communauté universitaire qui paie pour cette revue ait accès, mais aussi l'ensemble de la communauté savante, le grand public, les professionnels, etc. Donc, c'est un modèle qui peut sembler intéressant parce que ça vous permet de publier dans une revue prestigieuse tout en facilitant la diffusion de votre article. Mais concrètement, il faut aussi garder en tête que pour l'éditeur de cette revue, c'est très avantageux d'un point de vue financier parce que le coût d'abonnement de la revue reste le même, même si, disons, la moitié des articles deviennent disponibles en libre accès. Finalement, je pense que c'est important de prendre quelques minutes pour parler du côté obscur. Le côté obscur ici, c'est le piratage des articles. Une plateforme en particulier très très utilisée dans le monde académique, vous comprendrez que je ne la nommerai pas ici, l'objectif n'est pas de faire de la publicité, mais comme c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est important, je crois, d'au moins le présenter et d'expliquer son fonctionnement. Donc, selon le modèle de la principale plateforme de piratage d'articles par laquelle on peut obtenir des PDF en indiquant tout simplement le DOI de l'article qu'on cherche ou l'URL, le modèle de cette plateforme-là se base sur des dons de codes d'accès par des usagers de bibliothèques académiques. C'est ce qu'on nous dit officiellement. Donc, disons, moi, comme usager de bibliothèque, je veux lutter contre les verrous des éditeurs traditionnels qui empêchent la diffusion des articles à la planète au complet. Donc, ce que je vais faire, je vais donner mes codes à cette plateforme pour qu'elle puisse entrer via mes accès dans les bases de données auxquelles mon institution est abonnée, pour ensuite télécharger en masse des centaines de milliers d'articles pour alimenter la base de données de cette plateforme. Dans les faits, évidemment, là, comme on parle ici d'une structure qui fonctionne dans l'illégalité, c'est difficile de savoir exactement si c'est vrai ou pas. Il y a des rumeurs, par contre, d'attaques informatiques là, qui se produisent. Donc, on ne prend pas uniquement des codes de volontaires, on va aussi essayer de voler des codes d'usagers pour après ça télécharger en masse les articles des institutions. Ce qui crée évidemment là, des failles de sécurité dans les institutions visées. Au-delà de cette question, il faut aussi se demander si ce système est viable. Donc, si on se met tous en masse, par exemple, à utiliser cette plateforme que je ne nommerai pas, qu'est-ce qui va se produire? Cette plateforme-là ne fait pas de révision par les pairs, ne fait pas de sélection d'articles, ne fait pas de mise en page. Elle ne fait que donner l'accès et tenter de couper l'herbe sous les pieds du modèle traditionnel. Ce qui va avoir aussi des conséquences peut-être à long terme, parce que si on utilise en masse ce modèle-là, qui va s'occuper des tâches qui ont quand même un certain coût? Donc, mon impression, toute personnelle sur la question, c'est qu'on a ici affaire à une technologie de rupture, si on veut, mais temporaire. Donc, c'est une réaction à un système que plusieurs jugent inefficace, mais cette réaction-là n'est peut-être pas la solution de remplacement pérenne. C'est peut-être simplement un coup de pied dans la fourmilière qui va mener à des changements, mais on ne peut pas imaginer un système d'édition savante basé uniquement sur une plateforme de diffusion. Il y a des tâches de mise en page et de sélection qui vont rester à accomplir quand même. Donc, je vous invite quand même à vous tenir au courant de cet écosystème qui va avoir un impact à long terme sur la façon dont vous pouvez publier. Parmi les désavantages du libre accès, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, le principal en est un de temps. Donc, si on prend la voie verte, par exemple, il faut connaître ses droits
pour savoir qu'est-ce qu'on peut diffuser, quelle version on peut diffuser, à partir de quand. Il faut être en mesure de déposer la bonne version de l'article sur la bonne plateforme. Et là, on parle d'inconvénients, surtout liés à la voix or. Il peut y avoir des frais de traitement qui s'appliquent. Et dans certains cas, dans certaines disciplines, le prestige des revues en libre accès qui chargent des frais de traitement aux auteurs est plutôt faible. Parce que ce sont des revues qui ont de la difficulté à trouver des articles à publier. Donc, vont peut-être effectivement publier des choses un peu moins importantes du point de vue des découvertes. Aussi, le libre accès a engendré un phénomène dont on discute beaucoup dans le monde académique, les revues prédatrices. C'est un sous-produit des revues en libre accès. Dès qu'on a pensé à un modèle par lequel les auteurs devraient payer la publication de leurs résultats, évidemment, certaines industries, certaines personnes peu scrupuleuses se sont dit qu'il y avait une façon ici assez simple de faire de l'argent. Ce sera l'objet du prochain module d'ailleurs. Donc d'ici là, je vous invite vraiment à vous pencher sur la question, à regarder de quelle façon vos articles sont accessibles ou seront accessibles et à choisir ce qui vous semble être la meilleure voie pour vous et pour votre discipline.